Imagine la scène, nous sommes au printemps de l'an 721 après JC et tu es un éclaireur franc tapi dans les hautes herbes à l'extérieur des murs de Toulouse. Tes mains tremblent, pas à cause de l'air froid du matin mais à cause de ce que tu vois venir du sud. L'horizon est noir de guerriers, des dizaines de milliers. Le califat omeyyade, cette force irrésistible qui a conquis la moitié du monde connue en seulement 90 ans, marche droit sur ta ville. Ils ont déjà englouti l'Espagne tout entière. Ils ont franchi les Pyrénées comme si c'était un dos d'âne. Et maintenant, ils veulent seule la France. Tu as entendu les histoires. Damas est tombé, Jérusalem est tombée, Alexandrie est tombée, Constantinople a failli tomber. Ce ne sont pas de simples soldats, ce sont le marteau d'Allah et personne ne se souvient qu'ils aient perdu une grande bataille. Ton commandant, le duc Eudes d'Aquitaine, a peut-être 3000 hommes. L'ennemi, au moins 30 000. Les chiffres sont impitoyables. Les chances sont inexistantes. Tu devrais fuir. Chaque fibre de ton être hurle de t'enfuir. Mais alors, quelque chose se produit, qui change tout. Tu vois Eudes en personne sortir devant les portes de la ville. Il n'a pas l'air d'avoir peur. Il a l'air furieux. Il désigne du doigt l'immense armée qui approche et lance une phrase qui résonnera dans l'histoire. Ils nous prennent pour l'Espagne. Ils pensent dit qu'on va plier. Ils se trompent. C'est le moment où la conquête islamique de l'Europe se heurte à un mur qu'elle n'avait pas prévu. Voici la bataille de Toulouse en 720 et 1 après Jésus-Christ. La bataille oubliée qui eut lieu 11 ans avant le célèbre coup d'arrêt de Charles Martel à Tours. La bataille où 3000 francs ne se sont pas contentés de survivre face à un empire. Ils l'ont taillé en pièces. Avant de voir comment le duc Eudes a réussi l'un des retournements les plus stupéfiants de la guerre médiévale, si tu aimes les histoires d'outsiders qui refusent de mourir, appuie sur le bouton j'aime. Et abonne-toi pour d'autres moments oubliés où l'histoire a basculé sur un pari désespéré. Commente ci-dessous et dis-moi d'où tu nous écoutes. C'est incroyable que nous explorions ensemble ces batailles anciennes depuis les quatre coins du monde, unis par notre passion commune pour les moments qui ont façonné la civilisation. Maintenant, rembobinons et voyons pourquoi tu devrais être absolument terrifié par ce qui fonce sur Toulouse. Pour mesurer l'impossibilité pure et simple de ce que le duc Eudes s'apprête à tenter, il faut comprendre ce qu'était le califat omeyyade en 721 après Jésus-Christ. Ce n'était pas une puissance régionale qui traversait un bon siècle. C'était l'empire à la croissance la plus fulgurante de l'histoire humaine. En à peine 90 ans, ils avaient conquis plus de territoires que Rome n'en avait annexé en 400 ans. L'expansion commence en 632 après Jésus-Christ, à la mort du prophète Mahomet. En 30 ans, les Arabes avaient réduit l'empire perse en lambeaux et arraché la moitié de l'empire byzantin. Ils prirent l'Égypte, la Syrie, l'Afrique du Nord et continuèrent. En 711 après Jésus-Christ, ils avaient franchi le détroit de Gibraltar et débarqué en Espagne. La conquête de l'Espagne fut d'une précision chirurgicale. À la bataille de Guadalete, toute la noblesse wisigothique fut anéantie en un seul après-midi. Le roi disparut dans la boue, les généraux moururent, le royaume s'effondra comme un château de cartes. En 7 ans, les Omeyyades contrôlaient tout, de Gibraltar aux Pyrénées. Ils ne ralentissaient pas, ils accéléraient. Le secret de leur succès tenait à une combinaison de facteurs qu'on n'avait jamais vus en Europe médiévale. D'abord, la ferveur religieuse. Ces hommes croyaient répandre la foi d'Allah, et la mort au combat leur garantissait le paradis. Ensuite, l'innovation militaire. Ils utilisaient une cavalerie légère capable de frapper vite puis de disparaître, appuyés par des archers d'élite, enfin un génie politique. Ils offraient aux populations conquises un choix, se convertir et ne rien payer ou garder leur religion et s'acquitter d'un impôt. Beaucoup optaient pour l'impôt. C'était moins coûteux que de se battre. Mais leur arme véritable était psychologique. Les armées omeyyades se déplaçaient avec une telle vitesse et une telle assurance que la résistance s'effondrait souvent, avant même qu'une épée ne soit tirée du fourreau. Les villes ouvraient leurs portes, les nobles changèrent de camp. L'élan s'auto-entretenait. La machine militaire omeyyade, en 721, était un organisme sophistiqué affiné par des décennies de guerre ininterrompues. Leurs unités de cavalerie étaient organisées en groupes de 100 hommes, appelés escadrons. Chaque escadron avait son propre commandant qui relevait d'un chef de brigade. 5 escadrons faisaient une brigade, 5 brigades faisaient une division. La chaîne de commandement était claire, efficace et permettait une adaptation rapide sur le champ de bataille. Leurs chevaux étaient de plus petits que les destriers francs, mais plus rapides et plus endurants. Un cavalier omeyyade pouvait parcourir 80 km en une journée et se battre encore à l'arrivée. Les chevaux francs, plus lourds et élevés pour la charge, peinaient à couvrir la moitié de cette distance avant d'être à bout. L'archer omeyyade était une terreur à lui seul. Dès l'enfance, les garçons du califat étaient formés au tir à l'arc composite. Ce n'étaient pas les simples grands arcs en bois utilisés en Europe. C'étaient des chefs-d'œuvre d'ingénierie faits de couches de bois, de cornes et de tendons collés entre elles et recourbés en une forme capable d'envoyer une flèche à 300 mètres avec précision.
Un archer aguerri pouvait décocher 12 flèches par minute. Faites le calcul, 10 000 archers qui tirent pendant une seule minute, cela fait 126 000 flèches dans les airs. Le ciel se noircit. Leur infanterie portait des boucliers ronds, des épées courbes appelées cimeterres et étaient protégées par une cotte de mailles similaire à celle qu'utilisaient Talleyrand. Mais ce qui les distinguait, c'était la discipline. Les unités d'infanterie omeyyades s'entraînaient sans relâche. Ils répétaient les formations, le mur de bouclier et les attaques coordonnées jusqu'à ce que les gestes deviennent instinctifs. Quand le clairon sonnait, chacun savait exactement où se placer et quoi faire. En 719 de notre ère, le gouverneur d'Al-Andalus, comme ils appelaient l'Espagne conquise, était un homme nommé Al-Sam ibn Malik. Il consulta une carte et vit qu'entre lui et le cœur des royaumes francs s'étendait une riche région appelée Aquitaine. Elle était gouvernée par un duc nommé Eudes et elle était mûre pour la conquête. Al-Sam n'était pas un téméraire. C'était un commandant chevronné qui avait passé des années à combattre dans les déserts de l'Orient. Il avait participé au siège de Constantinople, l'une des opérations militaires les plus complexes de son temps. Il avait affronté les Byzantins en Anatolie et les Perses en Mésopotamie. La guerre de siège n'avait pas de secret pour lui. Il savait réduire des villes qui se croyaient imprenables. Il savait que franchir les Pyrénées en hiver relevait du suicide. Il attendit donc. Il passa l'hiver de 720 à rassembler ses forces. Il tira des troupes de toute l'Espagne. Il recruta de la cavalerie berbère d'Afrique du Nord. Il rassembla du matériel de siège. Des ingénieurs formés à Damas et à Bagdad arrivèrent avec des plans de tours de siège et de béliers. Des forgerons travaillaient jour et nuit à forger des pointes de flèches, des fers de lance et à remettre en état les armures. Au printemps, il avait constitué une armée que les chroniqueurs estimeraient plus tard entre 20 et 40 000 hommes. Les historiens modernes avancent qu'un chiffre réaliste se situait probablement autour de 30 000 combattants effectifs. Cela incluait environ 10 000 cavaliers, 15 000 fantassins et 5 000 hommes de soutien, dont des ingénieurs, des responsables du ravitaillement et du personnel de camp. Ce n'était pas une bande de pillards. C'était une force d'invasion destinée à briser l'Aquitaine et à ouvrir la route vers le cœur du territoire franc. Le plan d'Al-Sam était méthodique. Il franchirait les cols au début du printemps quand le temps se dégagerait. Il frapperait d'abord la ville forteresse de Toulouse. Toulouse était la clé. Elle dominait la Garonne et contrôlait les routes commerciales et les voies qui menaient vers le nord. Si Toulouse tombait, l'Aquitaine s'effondrerait. Al-Sam pensait que le siège durerait des semaines, peut-être un mois. Il avait des tours de siège, des béliers et des ingénieurs qui avaient fait tomber des forteresses de Damas à Cordoue. Il s'attendait à ce que le duc Eudes s'enfuit vers le nord pour implorer l'aide des rois francs, ou bien qu'il livre la ville pour la sauver de la destruction. Ce qu'ignorait Al-Sam, c'est que le duc Eudes n'était pas comme les nobles wisigoths qui avaient cédé en Espagne. Eudes était un survivant d'un autre genre de guerre. Il avait passé toute sa vie à combattre d'autres seigneurs de guerre francs pour le contrôle de l'Aquitaine. Il avait triomphé par la ruse, la brutalité et un refus absolu d'accepter la défaite. Le duc Eudes d'Aquitaine naquit vers 665 après Jésus-Christ, dans un monde de violence permanente. Son père, un noble franc, s'était taillé par le sang et les alliances matrimoniales un petit territoire dans le sud-ouest de la Gaule. Eudès grandit à voir son père se battre avec les voisins pour des litiges fonciers, des razzias de bétail et des affronts, réels ou imaginaires. À 15 ans, il avait déjà tué son premier homme au combat. À la fin du 7e siècle, les royaumes francs n'étaient qu'un chaos de chefs de guerre rivaux, de rois faibles et de guerres civiles incessantes. La dynastie mérovingienne, descendante de Clovis qui avait uni les Francs 2 siècles plus tôt, s'était réduite à des rois fainéants, simples figures de proue sans pouvoir. Le pouvoir réel appartenait aux ducs régionaux et aux maires du palais qui contrôlèrent la cour royale. L'Aquitaine que gouvernait Eudes faisait techniquement partie du royaume franc. En pratique, elle était semi-indépendante. Les ducs d'Aquitaine rendaient un hommage de pure forme aux rois francs du Nord, mais régnaient chez eux à leur guise. Cette indépendance avait un prix, il fallait être assez fort pour défendre ses frontières contre des voisins qui voulaient vous prendre ce que vous aviez. Eudes hérita du duché à la mort de son père en 708 après Jésus-Christ. Il avait environ 43 ans, guerrier aguerri mais pas encore éprouvé comme dirigeant. Sa première épreuve survint aussitôt. Les nobles voisins virent dans la transition du pouvoir une occasion de s'emparer de terres. Quelques mois après avoir pris les rênes, Eudes combattait sur 3 fronts. Il remporta ses guerres, non par le nombre, mais par un pragmatisme impitoyable. Quand un seigneur rival assiégea l'un de ses châteaux, Eudes ne rassembla pas son armée pour une grande expédition de secours, il envoya des assassins tuer le seigneur dans sa tente. Lorsqu'un autre ennemi menaça sa frontière orientale, Eudes proposa une alliance matrimoniale puis profita du banquet de noces pour faire arrêter les principaux partisans de son rival. Il ne croyait pas aux combats à armes égales. En 715 après Jésus-Christ, Gilcé, Eudes avait consolidé son emprise sur l'Aquitaine. Ses voisins avaient appris à ne pas le mettre à l'épreuve,
Il s'était bâti un réseau de vassaux loyaux qui lui devaient leur position et donc leur vie. Il avait fortifié les villes clés de son domaine, dont Toulouse, renforcé leurs murailles et les avait approvisionnées en vivres. Il avait aussi fait quelque chose d'inhabituel pour un noble franc de son temps. Il avait étudié les conquêtes omeyyades en Espagne. Lorsque des réfugiés du royaume wisigoth déchu passèrent les Pyrénées vers le nord, Eudes les accueillit. Il écouta leurs récits, il les interrogea sur les tactiques omeyyades, leurs armes, leurs stratégies. Il voulait comprendre cet ennemi que tous disaient invincible. Les réfugiés lui parlèrent de la rapidité de la cavalerie omeyyade, de sa capacité à surgir de nulle part et à disparaître tout aussi vite. Ils décrivirent la discipline de l'infanterie, la précision des archers et la sophistication des machines de siège. Ils évoquèrent, mêlant crainte et respect, une armée qui se mouvait comme un seul organisme, obéissant aux ordres avec une précision que les forces franques égaleraient rarement. Eudes assimila ces informations et se mit à se préparer. Il savait que les Omeyyades finiraient d'y parvenir. L'Espagne était conquise. Les Pyrénées n'étaient pas une barrière infranchissable. La seule question était de savoir quand et avec quels effectifs. Il entraîna sa propre cavalerie à combattre en unités plus petites et plus mobiles, au lieu de recourir à la traditionnelle charge de masse des Francs. Il recruta des archers et leur accorda un statut particulier dans son armée, leur offrant une meilleure solde que l'infanterie régulière. Il étudia le terrain autour de ses principales villes, cherchant les endroits où un petit contingent pourrait tendre une embuscade à un adversaire plus nombreux. Lorsque, au début de l'an 721, la nouvelle lui parvint qu'une immense armée omeyyade se rassemblait dans le nord de l'Espagne, Eudes ne s'affola pas. Il s'y attendait depuis des années. Il envoya des éclaireurs pour suivre les mouvements de l'ennemi et rassembla ses forces à Toulouse. Il évacua les villages alentours, fit entrer la population et ses vivres à l'intérieur des murailles. Il transformait Toulouse en forteresse. Mais Eudes savait ce que beaucoup de ses contemporains ne comprenaient pas. Des murs, à eux seuls, ne gagnent pas une guerre. Il faut des soldats prêts à les tenir. Il faut des vivres pour les nourrir. Et il faut un plan pour le moment où l'ennemi vous encerclera et s'installera pour un long siège. La sagesse commune, face à une force écrasante, veut qu'on se retranche derrière ces murs en priant pour des renforts. Eudes fit l'inverse. Il évacua la majeure partie de la population civile de Toulouse, l'envoyant vers le nord avec des chariots de vivres et de biens précieux. Il ne garda que la garnison et les volontaires décidés à se battre. Il fit de Toulouse une forteresse conçue non pour tenir un siège, mais pour tendre un piège. Eudes avait saisi un élément crucial de la psychologie militaire omeyyade. Ils avaient remporté tant de victoires de faciles en Espagne qu'ils en étaient devenus impatients. Ils s'attendaient à voir les villes tomber rapidement. Un siège prolongé les frustrerait, mettrait leur ligne de ravitaillement à rude épreuve et les pousserait à la faute. Mais Eudes savait aussi que Toulouse, à elle seule, ne pourrait pas arrêter 30 000 hommes. Même avec d'épaisses murailles romaines, même avec une garnison de combattants, la ville finirait par tomber si le siège s'éternisait. Il prépara donc une seconde manœuvre que les historiens débattent encore aujourd'hui. Il rassembla tous les soldats disponibles hors les murs. Il réunit tant bien que mal les suites des nobles, les milices locales, et recruta même des paysans qui savaient manier la lance. L'armée qu'il rassembla comptait environ 3000 hommes. C'était dérisoire face à la force qui approchait. Mais Eudes ne cherchait pas à égaler les effectifs. Il voulait semer le chaos. Son plan était fou. Tandis que l'armée omeyyade assiégerait Toulouse, Eudes cacherait son armée de campagne dans les forêts et les fermes autour de la ville. Il attendrait le moment idéal, quand l'ennemi serait concentré à enfoncer les portes, épuisé par la construction des machines de siège et psychologiquement engagé dans l'assaut. Alors, il frapperait dans le dos. C'était un pari colossal. Si l'armée omeyyade le repérait trop tôt, elle pourrait se retourner et écraser sa minuscule troupe en rase campagne. Si la garnison de Toulouse cédait avant son attaque, la ville tomberait et ses hommes seraient traqués. Si ses soldats paniquaient là pendant l'assaut, ils seraient massacrés. Il fallait que tout se passe à la perfection, sinon l'Aquitaine cesserait d'exister. Les 3000 hommes qu'Eudes avait rassemblés n'étaient pas une armée permanente de métier. Les royaumes francs n'en disposaient pas encore. C'étaient assez fidèles, des hommes qui lui devaient le service militaire en échange de terres. Il y avait de petits nobles qui avaient amené leurs propres hommes de maison. Il y avait des paysans libres, propriétaires de leurs fermes, tenus de servir dans le firde, la levée militaire générale. On comptait aussi des cadets de familles nobles désireux de faire leurs preuves au combat. Ils étaient équipés de ce qu'ils pouvaient se payer. Les nobles les plus riches portèrent des cottes de mailles, des casques coniques à nasales et des boucliers ronds cerclés de fer. Ils combattaient à cheval et tenaient de longues lances pour la charge. Les guerriers plus pauvres avaient des armures de cuir, des casques simples et des haches ou des épées. Certains n'avaient pour tout bien qu'un bouclier de bois, une lance et les vêtements qu'ils avaient sur le dos. Ce qui les unissait, c'était la loyauté envers Eudes et la conscience désespérée de l'enjeu. Si Toulouse tombait, leur foyer serait les prochains. Leur famille serait réduite en esclavage ou tuée.
Leur mode de vie disparaîtrait, ce n'était pas une guerre abstraite menée pour la gloire d'un roi lointain. C'était une question de survie. Dans les jours précédant la bataille, Eudes circulait parmi ses hommes, leur parlait, écoutait leurs peurs et affermissait leur détermination. Il était passé maître dans l'art du contact personnel. Il connaissait beaucoup d'entre eux par leur nom. Il se souvenait de leurs pères et de leurs frères qui avaient combattu pour lui lors de guerres précédentes. Ils partageaient leurs repas et dormaient à même le sol à leur côté plutôt que dans une tente confortable. Ce style de commandement personnel était crucial, car Eudes demandait à ses hommes de faire quelque chose qui allait à l'encontre de tous leurs instincts. Il leur demandait de se cacher pendant que leurs compatriotes se battaient sur les remparts. Il leur demandait d'attendre en silence, à l'écoute des bruits de la bataille au loin. Il leur demandait de lui faire confiance. Il saurait reconnaître le moment idéal pour attaquer. Certains des plus jeunes guerriers voulaient en sortir aussitôt et affronter les Omeyyadés en rase campagne. Eudes coupa court à ses propos. « Tu veux mourir en héros » demanda-t-il à un chevalier impatient. « Moi je veux que tu vives en vainqueur. Nous ne nous battons pas pour la gloire, nous nous battons pour vaincre. » Quand arriva le mois de mai de l'an 721, les deux forces étaient en place. Dans Toulouse, la garnison tenait les remparts et attendait. Hors les murs, tapis dans les bois et les vallons, Eudes et 3000 hommes aux abois retenaient leur souffle. Et, remontant la voie romaine au son des tambours, bannières au vent, la formidable armée d'Alsam s'acheminait vers la ville, convaincue que, dans quelques semaines, elle boirait l'eau de la Garonne et préparerait la prochaine phase de la conquête. Aucun des deux camps ne le savait encore, mais cette bataille fixerait les limites de l'expansion islamique en Europe. Un camp se croyait irrésistible. L'autre était persuadé qu'il n'avait plus rien à perdre. L'histoire allait trancher laquelle de ces certitudes serait la plus forte. Quand l'armée omeyyade arriva devant les murs de Toulouse au début de juin de l'an 721, le spectacle dut être à la fois magnifique et terrifiant. 30 000 guerriers se déployaient sur les plaines comme un vaste tapis d'acier et de soie. Leur camp s'étirait sur des lieues. Les bannières des différentes unités, vertes, blanches et dorées, claquaient dans la brise estivale. L'odeur des feux de cuisine, du crottin de cheval et de l'huile pour les armes emplissait l'air. Du haut des remparts de Toulouse, la garnison regardait l'ennemi installer ses lignes de siège avec la précision d'hommes qu'il avait fait 100 fois. Ils voyaient les ingénieurs diriger la construction de tours de siège, d'énormes structures de bois recouvertes de peaux mouillées pour résister au feu. Ils voyaient des équipes assembler des béliers, d'énormes troncs coiffés de fer suspendus à des chaînes dans des bâtis protecteurs. Ils entendaient le martèlement incessant, les ordres criés en arabe et en berbère, le chaos organisé d'une armée qui s'apprêtait à abattre des murs debout depuis l'époque romaine. La pression psychologique sur les défenseurs devait être écrasante. Chaque jour, ils voyaient les ouvrages de siège se rapprocher. Chaque nuit, ils entendaient le camp ennemi chanter et prier, sûrs de sa victoire inévitable. Le moral à l'intérieur de la ville était fragile. On murmurait qu'il valait mieux se rendre. Ils considéraient les chances et n'y voyaient que la mort. Mais le commandant de la garnison, sans doute l'un des lieutenants les plus sûrs d'Eudes, les maintenait concentrés sur un seul message « Tenez les remparts, le duc Eudes arrive ». Tenez seulement les remparts. La garnison de Toulouse comptait environ 1 millier d'hommes de combat. Environ 300 étaient des soldats professionnels, des hommes d'armes qui servaient Eudes toute l'année en échange d'une solde régulière. Le reste relevait de la milice, des artisans et des marchands propriétaires dans la ville tenus de la défendre. Ils s'entraînaient ensemble depuis des années, faisant l'exercice une fois par mois sur la place, apprenant à former des murs de boucliers et à manier le matériel défensif sur les remparts. Les murailles elles-mêmes imposaient le respect. Toulouse avait été une cité romaine et les Romains construisaient pour l'éternité. L'enceinte principale s'élevait à 8 mètres de haut et 3 mètres d'épaisseur, bâtie de briques et de pierres. À intervalles réguliers, des tours saillées, offrant des postes élevés aux archers et permettant aux défenseurs de tirer vers le bas sur quiconque tentait d'escalader les murs ou d'attaquer les portes. La garnison s'était préparée avec minutie. Ils avaient entassé des pierres sur les remparts, prêtes à être lâchées sur les assaillants en contrebas. Ils avaient de rassembler des tonneaux d'eau pour éteindre les incendies. Ils avaient préparé des chaudrons à chauffer et à déverser sur les ennemis qui tenteraient de gravir les échelles. Ils avaient même rassemblé des ruches, projetant de les lancer contre les tours de siège pour semer le chaos parmi les hommes à l'intérieur. Alsam, pour sa part, n'était pas pressé. Il avait apporté assez de vivres pour soutenir un siège pendant des mois. Il ordonna à ses ingénieurs de prendre leur temps et de construire les ouvrages de siège dans les règles. Il lança des razzias dans la campagne pour collecter des vivres et intimider les habitants. Il établit un blocus sur le fleuve afin de couper tout ravitaillement par bateau. Le camp de siège omeyyade était une ville à part entière. Des dizaines de milliers d'hommes qu'il fallait organiser. Les unités de cavalerie campaient ensemble par escadron. L'infanterie avait ses propres secteurs. Les ingénieurs et le personnel de soutien disposaient de zones dédiées. On creusait des latrines loin des points d'eau. Des gardes étaient postés par roulement pour prévenir les raids nocturnes.
Des éclaireurs patrouillaient au loin pour guetter toute armée de secours arrivant du nord. Le siège commença officiellement à la mi-juin. Les premières attaques furent des assauts de reconnaissance conçus pour éprouver les murailles et la détermination des défenseurs. Des archers omeyyades s'avançaient à couvert derrière des boucliers et lâchaient des volées de flèches contre les remparts. Les arbalétriers de la garnison ripostaient, cherchant à abattre quiconque s'approchait trop. Des hommes tombèrent des deux côtés, mais ce n'étaient que des manœuvres préliminaires. La véritable attaque viendrait lorsque les tours de siège seraient de prêtes. Pour le duc Eudes, tapi dans les forêts avec 3000 hommes, cette attente était une torture. Chaque jour où il n'attaquait pas était un jour de plus où l'angoisse gagnait ses hommes. Maintenir une armée cachée et motivée sans engager l'ennemi exige une discipline de fer. Les hommes voulaient connaître le plan. Ils voulurent savoir quand ils se battraient. Eudes ne pouvait rien leur dire parce qu'il ne savait pas encore. Il attendait un moment précis. Il envoya des éclaireurs observer le camp ennemi depuis des positions dissimulées. Il avait besoin de connaître leurs habitudes. À quel moment relevait-il la garde? Quand mangeait-il? Quand était-il le plus distrait? Il étudiait le terrain autour de Toulouse à la recherche de l'approche qui garderait sa troupe à couvert jusqu'au tout dernier moment. L'occasion se présenta à la fin juin. Un éclaireur d'Eudes fit savoir qu'Alsam avait ordonné une attaque majeure contre les remparts pour le lendemain. Les tours de siège étaient enfin prêtes. Toute l'armée serait concentrée sur l'entrée dans la ville. C'était le moment qu'Eudes attendait. Cette nuit-là, il rassembla ses capitaines. C'étaient des hommes durs, de petits nobles et des guerriers vétérans qui avaient survécu à des décennies de petites guerres à travers l'Aquitaine. Il les regarda droit dans les yeux et exposa le plan. C'était simple, brutal, et tout reposait sur la précision du moment. Demain, quand ils attaqueront les murs, nous attaquerons leur camp. Nous les frapperons par derrière pendant qu'ils auront l'attention tournée vers l'avant. Nous viserons leurs vivres, leurs engins de siège et leurs commandants. Nous sèmerons le chaos. La garnison nous verra arriver et fera une sortie par les portes. Nous les écraserons entre le marteau et l'enclume. L'un de ses capitaines, un vétéran grisonnant nommé Hunald, posa la question qui s'imposait « Et s'ils se retournent pour nous faire face avant que nous n'atteignions leur camp ?» Eudes eut un sourire sombre. « Alors, nous mourrons en francs, mais nous en emporterons le plus possible avec nous. » Il n'y eut pas d'autre discussion. Les hommes avaient rien compris. C'était une mission suicidaire avec une chance de gloire. Ils passèrent la nuit à aiguiser leurs armes, vérifier leurs armures et prier le Dieu chrétien de leur donner la force. Certains écrivirent des lettres à leur famille, sachant qu'ils ne reviendraient peut-être jamais. D'autres restèrent simplement assis en silence, songeant au matin qui déciderait de leur sort. À l'aube de ce qui deviendrait la bataille de Toulouse, deux armées se préparaient à en découdre. Dans la ville, la garnison tenait les remparts, prête à affronter les tours de siège et les béliers. Dans la forêt, 3000 francs montèrent à cheval et serrèrent leurs armes, attendant le signal. Et, dans le camp omeyyade, 30 000 guerriers se réveillèrent persuadés que ce serait le jour où ils pénétreraient enfin dans Toulouse. Aucun d'eux ne savait que, d'ici le coucher du soleil, le cours de l'histoire européenne serait réécrit dans le sang. L'assaut contre les murs de Toulouse commença en milieu de matinée. Alsam l'avait minuté à la perfection. Le soleil était assez haut pour voir clairement, mais pas au point que la chaleur épuise trop vite ses hommes. Le signal fut donné. Des tambours tonnèrent sur la plaine. Les corps de guerre retentirent, et l'armée omeyyade déferla. Les tours de siège roulèrent vers les murs, poussés par des équipes d'hommes qui se dissimulaient derrière les charpentes de bois. Chaque tour était une merveille d'ingénierie haute de 3 étages et recouverte de peaux animales détrempées pour résister à l'huile bouillante et aux flèches enflammées. À l'intérieur de chaque tour, des guerriers d'élite attendèrent de grimper jusqu'au sommet et de se jeter sur les remparts dès que la tour atteindrait la muraille. Derrière les tours venait l'infanterie, des milliers d'hommes portant boucliers, lances et échelles d'assaut. Leur tâche était de se ruer sur les murs dès que les tours auraient de créer une brèche. Derrière eux, des archers avançaient par vagues, décochant des flèches sur les défenseurs pour les obliger à baisser la tête. Le vacarme était assourdissant. Le grincement des roues des tours, les cris de guerre de milliers d'hommes, le fracas des béliers contre les portes et les hurlements des blessés se fondaient en une symphonie de chaos. La garnison se battait désespérément. Ils jetèrent des pierres depuis les remparts sur les assaillants en contrebas. Ils déversaient de l'eau bouillante sur ceux qui tentèrent de grimper aux échelles. Ils tiraient des carreaux d'arbalète à travers les étroites fentes des tours de siège, espérant abattre les hommes à l'intérieur. Le combat aux murailles était implacable et brutal. Des hommes mouraient par douzaines chaque minute. Les tours de siège gagnaient pied à pied malgré les efforts des défenseurs. Il semblait que les murs allaient de finir par être emportés. Alsam, qui observait depuis un poste de commandement à l'arrière, s'accorda un instant de satisfaction. La victoire paraissait inévitable, mais il avait commis une erreur fatale. Il avait engagé toute son armée dans l'assaut. Chaque soldat, chaque officier, chaque unité de réserve avait les yeux braqués sur les murailles.
Le camp derrière eux était presque vide, gardé seulement par une poignée de cuisiniers, de serviteurs et de blessés. C'était exactement ce que le duc Eudes attendait. Depuis sa position dans la forêt à l'est de la ville, Eudes observait l'armée ennemie déferler vers les murs. Il attendit d'être absolument certain que, dans l'armée omeyyade, tous les regards étaient en tournés vers l'avant. Puis il donna l'ordre. 3000 cavaliers francs jaillirent de la lisière. Ils n'avancèrent à pas en rang bien ordonné. Ils chargèrent en une vaste formation en coin, Eudes lui-même à la pointe. Ce n'étaient non pas les chevaliers lourdement cuirassés des siècles suivants. Ils étaient équipés de haubers, de casques coniques, de boucliers et de longues lances. Mais ce qui leur manquait en armure, ils le compensaient de par la fureur. La distance entre la forêt et le camp omeyyade était d'environ 1 kilomètre. Au grand galop, la cavalerie d'Eudes avala cette distance en moins de 2 minutes. Les quelques soldats omeyyades restés pour garder le camp les virent arriver et tentèrent de donner l'alarme, mais il était trop tard. La charge franque s'abattit sur le camp comme un raz-de-marée. Ils piétinèrent les files de tentes, éparpillant feu et provisions. Ils abattirent quiconque se dressait sur leur chemin. Ils s'en prirent d'abord aux machines de siège, incendiant les béliers de rechange et les chariots de ravitaillement. Ils tuèrent les chevaux attachés à l'arrière, semant la panique et supprimant toute chance de riposte de cavalerie. Le vacarme de l'attaque parvint enfin jusqu'à l'armée omeyyade principale aux murailles. Les officiers se retournèrent et virent la fumée s'élever de leur camp. La confusion se propagea dans les rangs. Que se passait-il? Une razzia? Une attaque en règle? Alsam, à son poste de commandement, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cela n'aurait jamais dû arriver. Les Francs étaient censés se terrer à l'intérieur de la ville. D'où sortait cette cavalerie? Il prit sa décision en quelques secondes. Il rappela ses réserves de l'assaut contre les murs et les lança au pas de course vers le camp. Mais retirer des troupes en plein assaut, c'est comme tenter d'arrêter un fleuve en plein courant. Les unités se heurtèrent les unes aux autres. Les hommes partirent dans tous les sens. Les tours de siège, désormais sans protection, devinrent des cibles isolées pour les archers de la garnison. À l'intérieur de Toulouse, le commandant de la garnison vit le chaos et comprit aussitôt ce qui se passait. Le duc Eudes était arrivé. Il donna l'ordre que tous les défenseurs attendèrent en priant « Ouvrez les portes, chargez !» Les portes principales de Toulouse s'ouvrirent à la volée et la garnison se rua dehors. Ce n'était pas une force considérable, peut-être 800 à 1000 hommes, mais ils percutèrent de front les troupes omeyyades aux murailles, alors que celles-ci se retournèrent déjà pour faire face à la menace venue de l'arrière. L'armée omeyyade se retrouva dans une situation cauchemardesque. Elle était prise en tenaille entre deux forces qui n'étaient censées être là ni l'une ni l'autre. Le siège, qui paraissait encore l'instant d'avant sur le point de réussir, se désintégra dans le chaos. Alsam tenta désespérément de rétablir l'ordre. Il rallia sa garde personnelle et mena une contre-attaque en direction de la cavalerie franque dans le camp. C'était l'occasion de tuer Eudes et de décapiter le commandement franc. S'il abattait leur chef, l'attaque pouvait s'effondrer. Mais le duc Eudes ne se cachait pas. Il se tenait au plus fort de la mêlée, fauchant l'ennemi d'une épée qui se couvrait rapidement de sang. Les deux commandants avançaient l'un vers l'autre à travers le chaos, sans savoir qu'ils allaient se retrouver face à face dans une confrontation qui déciderait de l'issue de toute la bataille. Les combats dans et autour du camp omeyyade n'avaient rien d'élégant. C'était une boucherie. Les hommes glissaient dans le sang et la boue, les chevaux hurlaient et ruaient. L'odeur des tentes en flammes se mêlait à la puanteur métallique des entrailles répandues. C'était la guerre médiévale dans sa forme la plus brute. Le duc Eudes, entouré des guerriers de sa maison, s'enfonça plus loin dans le camp. Il ne cherchait pas seulement à semer le chaos, mais à repérer et briser la chaîne de commandement. Dans les armées médiévales, abattre le général, c'était priver l'armée de toute capacité de coordination. Eudes chassait. Alsam, conscient du danger, forma sa garde d'élite en cercle défensif autour de sa tente de commandement. C'étaient des vétérans omeyyades, des hommes qui avaient combattu de la Syrie jusqu'à l'Espagne. Ils joignirent le pied de leurs boucliers et se préparèrent à tenir face à l'assaut des Francs. La collision entre la garde rapprochée d'Eudes et les guerriers d'élite d'Alsam fut un moment de violence à l'état pur. Les lances éclataient contre les boucliers. Les épées tintaient contre les casques. Quand leurs armes principales se brisaient, les hommes luttaient au corps à corps et frappaient à la dague. La discipline de la garde omeyyade tint d'abord, mais l'élan et la fureur des Francs furent irrésistibles. La suite est consignée dans les chroniques chrétiennes comme musulmanes avec des variantes. Le fait essentiel ne fait pas débat, le duc Eudes et le gouverneur Alsam se retrouvèrent face à face dans le chaos. Les sources franques y voient un duel, un instant où Eudes aurait abattu de sa main le commandant omeyyade d'un coup d'épée qui fendit son casque. Les sources musulmanes en parlent de façon plus ambiguë, affirmant qu'Alsam serait tombé au plus fort de la bataille, encerclé par l'ennemi, combattant jusqu'au dernier souffle. La vérité se situe sans doute entre les deux. Dans la cohue des corps et le brouillard de la guerre, Eudes n'a sans doute pas su qu'il avait frappé le commandant ennemi avant que la garde omeyyade ne s'effondre soudain dans la panique.
Ce qui importe, c'est le résultat. Al-Sam était mort. La mort du commandant fut le point de bascule psychologique. La nouvelle se répandit dans les rangs omeyyades comme une traînée de poudre. Al-Sam est tombé, le gouverneur est mort. Dans une armée soudée par l'autorité personnelle de son chef, c'était catastrophique. Des unités qui livrèrent jusque-là une défense disciplinée rompirent de soudain et prirent la fuite. Les tours de siège au mur furent abandonnées, laissées vides lorsque les hommes qu'elles abritaient s'enfuirent vers le camp. La garnison de Toulouse, voyant la déroute commencer, redoubla de pression, abattant tous ceux qui étaient à trop lents à s'échapper. L'armée omeyyade, forte de 30 000 hommes une heure plus tôt, se disloqua en des dizaines de petits groupes, tous cherchant à se replier vers le sud en direction des Pyrénées. Mais battre en retraite à travers un territoire hostile, avec une armée ennemie aux trousses, c'est une condamnation à mort. Eudes n'eut aucune pitié, il ordonna à sa cavalerie de poursuivre. Les cavaliers francs, rejoints désormais par la garnison montée de Toulouse, poursuivirent les Omeyyades en fuite sur des kilomètres. Ils abattèrent les traînards, capturèrent les chariots de ravitaillement et traquèrent les officiers qui tentèrent de rallier leurs hommes. La poursuite tourna au massacre et dura plusieurs jours. Les routes du sud se transformèrent en terrain de massacre. Les unités de cavalerie franque opéraient en équipe. Certaines pourchassaient les Omeyyadais en fuite, les poussant vers des points d'embuscade. D'autres se postaient en barrage aux guets et dans les défilés. Quand les soldats omeyyades exténués arrivaient, ils trouvaient des troupes franques fraîches qui les attendaient pour les tailler en pièces. La population locale, voyant les puissants envahisseurs fuir terrorisés, se joignit à la chasse. Des paysans qui s'étaient cachés dans les forêts sortirent avec des haches et des épieux de chasse. Ils attaquèrent des groupes isolés de soldats omeyyades, les dépouillant de leurs armes et de leurs armures. Certains cherchaient à se venger des raids omeyyades contre leur village. D'autres voulaient simplement s'emparer du précieux équipement et des chevaux. Les soldats omeyyades qui regagnèrent les Pyrénées racontèrent des histoires d'horreur, de voir leurs amis abattus sur les routes, d'abandonner leurs armes pour courir plus vite, de se cacher dans les forêts et d'être découverts par des paysans qui les tuaient pour leur armure, de mourir de leurs blessures ou de froid dans l'école parce qu'ils avaient perdu leurs vivres. Les chiffres exacts des pertes font débat chez les historiens, mais même les estimations prudentes donnent le vertige. L'armée omeyyade perdit au moins 10 000 hommes tués au combat et durant la poursuite. 5 000 autres furent capturés puis rançonnés ou vendus comme esclaves. Des milliers d'autres furent blessés si grièvement qu'ils ne reprirent jamais les armes. Les engins de siège, les vivres, le trésor de guerre qu'Al-Sam avait apporté pour financer la campagne, tout cela tomba aux mains des Francs. Les pertes du duc Eudes furent relativement légères. Peut-être entre 500 et 800 hommes tués, la plupart issus de la garnison qui avait tenu les remparts lors de l'assaut initial. Pour chaque soldat franc tombé, plus de 10 soldats omeyyades périrent. Ce fut l'une des victoires les plus écrasantes de l'histoire européenne médiévale. Alors que le soleil se couchait sur le champ de bataille aux abords de Toulouse, Eudes se tenait parmi les morts et les mourants. Son armure était cabossée et maculée. Son épée était ébréchée à force de frapper casques et boucliers. Mais il était vivant, sa ville était sauvée. Et l'irrésistible marée de la conquête islamique venait de se briser contre les murs d'une simple ville française. La victoire de Toulouse provoqua des ondes de choc à travers l'Europe et le monde islamique. Pour les Francs, c'était la preuve que les armées omeyyades n'étaient pas invincibles. On pouvait les vaincre, elles pouvaient saigner. Et surtout, on pouvait les arrêter. Mais le duc Eudes savait qu'une victoire ne mettait pas fin à la guerre. Le califat omeyyade était vaste et riche. Il reviendrait. La question était de savoir quand et avec quelle force. Eudes envoya des messagers filer vers le nord, vers les royaumes francs, porteurs de la nouvelle de la victoire et d'un avertissement. Ce n'était que le début d'une lutte plus longue. Les messagers emportaient avec eux la preuve de la victoire, des bannières omeyyades capturées, les effets personnels du gouverneur Al-Sam et des coffres d'or et d'argent destinés à payer l'armée envahisseuse. Ils portaient aussi des lettres d'Eudes demandant du soutien, des renforts et la reconnaissance de la menace pesant sur toute la chrétienté. La réponse venue du Nord fut mitigée. Le roi franc, Thierry IV, n'était qu'une marionnette mérovingienne dominée par son maire du palais, Charles Martel. Charles, homme politique avisé et général talentueux, comprit la portée de la victoire d'Eudes. Il comprit aussi qu'elle offrait une occasion. Depuis des années, Charles consolidait son pouvoir dans les royaumes francs du Nord. Il voulait placer toute la Francie sous son autorité, y compris le duché d'Aquitaine, quasi indépendant. La victoire d'Eudes en faisait un héros, mais aussi un rival potentiel. Charles félicita Eudès publiquement, tout en réfléchissant en privé à la manière d'exploiter la menace omeyyade pour étendre son influence vers le sud. À Cordoue, capitale omeyyade, la nouvelle de la mort d'Al-Sam et de l'anéantissement de son armée tomba comme un coup de tonnerre. La cour fut consternée. Al-Sam comptait parmi leurs meilleurs généraux, un homme fort de longues années d'expérience et auréolé de victoires.
Sa perte n'était pas seulement un désastre militaire, mais aussi un coup porté au prestige du califat. Le nouveau gouverneur, Anbassa ibn Suhaim, parcourut les rapports et comprit que la conquête de la Francie ne serait pas la campagne aisée que son prédécesseur avait imaginée. Il passa les années suivantes à ravager la frontière, à en sonder les faiblesses, mais n'entreprit plus jamais d'invasion à grande échelle de l'Aquitaine du vivant d'Eudes. Pendant 11 ans après Toulouse, la frontière entre la Francie chrétienne et l'Al-Andalus musulmane demeura relativement calme. Les deux camps léchèrent leurs plaies et se préparèrent au prochain affrontement. Les Omeyyades reconstituèrent leurs armées, recrutèrent des troupes fraîches d'Afrique du Nord et analysèrent ce qui avait mal tourné à Toulouse. Les Francs fortifièrent leurs frontières méridionales, consolidèrent leurs alliances et entraînèrent leurs soldats aux tactiques dont Eudes avait démontré l'efficacité. Ce répit donna à la chrétienté européenne le temps de se préparer à ce qui s'annonçait. L'expansion omeyyade avait été freinée, non stoppée. Leurs ambitions n'avaient pas changé, seulement leur calendrier. Puis, en 732, les Omeyyades revinrent à la charge. Une armée immense, commandée par Abd al-Rahman al-Ghafiqi, franchit les Pyrénées et s'enfonça profondément en Francie jusqu'à Tours, à près de 500 km au nord de Toulouse. Cette armée était encore plus nombreuse que celle qui avait attaqué Toulouse, peut-être 40 000 hommes. Là, elle trouva sur sa route Charles Martel, qui avait fini par placer toute la Francie sous son contrôle. Charles avait étudié de près la victoire d'Eudes à Toulouse. Il comprenait l'importance de la discipline, des positions défensives et de l'attente du moment propice pour contre-attaquer. À la bataille de Tours, il mit ses leçons en œuvre à plus grande échelle. Mais voici une vérité que les manuels d'histoire oublient souvent. Toulouse a précédé Tours. Le duc Eudes a prouvé que les Omeyyades pouvaient être vaincus 11 ans avant que Charles Martel ne devienne célèbre pour la même raison. En fait, lorsque Charles Martel combattit à Tours, nombre de ses tactiques, le refus de se laisser impressionner par le nombre, l'exploitation du terrain, le ciblage des chefs ennemis, étaient des leçons tirées de la victoire d'Eudes à Toulouse. Les relations entre Eudes et Charles Martel étaient compliquées. Ils se disputèrent le pouvoir en Francie et, dans les années qui suivirent Toulouse, ils se combattirent aussi souvent qu'ils affrontèrent les Omeyyades. En 731, un an avant la bataille de Tours, Eudes et Charles se firent même la guerre. Charles envahit l'Aquitaine, battit Eudes et l'obligea à reconnaître la suzeraineté franque. Mais quand survint en 732 la seconde invasion omeyyade, Eudes ravala son orgueil et s'allia à Charles pour faire face à l'ennemi commun. C'est Eudes qui affronta le premier l'armée omeyyade à la bataille de la Garonne, où il fut battu et contraint de se replier vers le nord. C'est Eudes qui apporta à Charles des renseignements sur la force et les mouvements de l'ennemi. Et à la bataille de Tours, c'est en réalité la cavalerie du duc Eudes qui porta le coup décisif en attaquant le camp omeyyade tandis que l'infanterie de Charles Martel tenait ses positions. La victoire de Tours fut une œuvre collective, mais l'histoire en attribua tout le mérite à Charles. Les chroniqueurs médiévaux, surtout ceux qui écrivaient à l'époque carolingienne, après que le petit-fils de Charles, Charlemagne, fut devenu empereur, mirent en avant le rôle de Charles Martel en minimisant la contribution d'Eudes. Eudes, celui qui, le premier, avait arrêté la conquête islamique, tomba peu à peu dans l'oubli. Pourquoi ? En partie parce que Charles Martel fonda une dynastie. Son fils, Pépin le Bref, devint roi des Francs. Son petit-fils fut Charlemagne, qui bâtit un empire et fut couronné empereur des Romains. Les chroniqueurs de Charlemagne veillèrent à magnifier la gloire de Charles Martel tout en éclipsant ses rivaux. Et en partie parce que Toulouse n'avait pas le même poids symbolique que Tours. Tours était proche de Paris, le cœur de la Francie. Toulouse était à la frontière, loin des centres du pouvoir franc. Mais la réalité militaire est claire. Toulouse fit la démonstration qu'une force franque plus réduite, s'appuyant sur le renseignement, le terrain et un sens du timing impeccable, pouvait vaincre une armée omeyyade bien supérieure en nombre. Cela brisa le mythe de l'invincibilité et rendit à l'Europe chrétienne la confiance nécessaire pour résister. Les conséquences, à long terme de Toulouse, se répercutèrent à travers les siècles. L'expansion omeyyade en Europe s'arrêta aux Pyrénées. Ils ne tentèrent plus jamais d'invasion de grande ampleur en Francie. La frontière se stabilisa et au cours des 7 siècles suivants, les royaumes chrétiens allèrent progressivement pousser vers le sud dans le cadre de la Reconquista, jusqu'à reconquérir toute l'Espagne. Si Toulouse était tombée en 721, le cours de l'histoire aurait basculé. Une armée omeyyade maîtresse de l'Aquitaine aurait menacé le cœur de la Francie. Les royaumes francs, déjà faibles et divisés, auraient pu se morceler davantage. Le califat omeyyadé aurait pu pousser jusqu'au Rhin, installant une présence islamique durable en France et en Allemagne d'aujourd'hui. L'Europe médiévale telle que nous la connaissons, sa culture, sa religion, ses structures politiques, n'aurait peut-être jamais vu le jour. Les croisades n'auraient pas eu lieu, faute de royaumes chrétiens assez puissants pour les lancer. La Renaissance n'aurait peut-être pas éclos en Italie. Le concept même de chrétienté aurait été étouffé dans son berceau. Voilà tout le poids du pari du duc Eudes hors les murs de Toulouse.
3000 hommes, une charge désespérée et la volonté de tout risquer sur un sens du timing impeccable. C'est le genre de moment qui paraît impossible avec le recul. Comment une force si réduite a-t-elle pu vaincre une armée aussi imposante? Comment une seule bataille a-t-elle pu infléchir le destin d'une civilisation tout entière? Mais telle est la nature de la guerre au monde médiéval. Les batailles ne se décidaient pas toujours par le nombre ou la technologie. Elles se jouaient au commandement, au moral et à l'aptitude à saisir l'occasion que d'autres avaient manquée. Eudes avait compris que l'assurance des Omeyyades faisait aussi leur faiblesse. Ils s'attendaient à des victoires faciles, parce qu'ils en avaient tant remporté. Cette attente les rendait négligents, et la négligence en guerre est fatale. Les traces matérielles de la bataille ont depuis longtemps disparu. Les champs aux abords de Toulouse ont été labourés et recouverts de constructions à d'innombrables reprises. Les remparts romains que la garnison avait défendus ont fini par être abattus et remplacés. Les charniers, où furent ensevelis les morts omeyyades, se sont perdus pour l'histoire. Mais la mémoire a survécu dans les chroniques et les chants. Les gens d'Aquitaine ont raconté des générations durant l'histoire du duc Eudes et de sa victoire impossible. Des mères racontaient à leurs fils le jour où 3000 francs sauvèrent à la France de la conquête. Les soldats buvaient à la mémoire des hommes qui surgirent de la forêt et brisèrent l'échine d'un empire. Dans les siècles qui suivirent, d'autres batailles gagnèrent en renommée. Poitiers, Azincourt, Rocroi, mais Toulouse fut la première. Ce fut le moment où l'Europe médiévale découvrit qu'elle pouvait tenir tête à la marée islamique. Ce fut la bataille qui fit gagner à la civilisation chrétienne le temps nécessaire pour survivre, se regrouper et finalement reprendre l'offensive. Le duc Eudes d'Aquitaine mourut en 735 de notre ère, 14 ans après sa plus grande victoire. Il s'éteignit dans son lit, un destin rare pour un chef de guerre médiéval. Il ne porta jamais de couronne, ne fonda pas de dynastie durable et ne vit jamais son nom devenir légendaire comme celui de Charlemagne ou de Richard Cœur de Lion. Mais, en ce matin-là, désespéré, aux portes de Toulouse, il fit ce dont rêvent empereurs et rois. Il changea le cours de l'histoire. Il se trouva à un carrefour où une voie menait à la conquête de l'Europe et l'autre à sa survie. Et, avec pour tout à tout 3000 hommes fidèles et le refus d'accepter la défaite, il choisit la voie de la survie. Alors, lorsque vous pensez aux grandes batailles qui ont façonné le monde, souvenez-vous de Toulouse, souvenez-vous de la victoire oubliée qui eut lieu avant la plus célèbre. Rappelez-vous que parfois, les moments les plus importants de l'histoire sont ceux qui empêchent le pire plutôt que ceux qui forgent des lendemains glorieux. Le duc Eudes n'a pas sauvé l'Europe comme le chantent les poètes. Il n'a pas mené une grande croisade ni reconquis des terres perdues. Il a simplement refusé de laisser sa ville tomber aux mains de l'ennemi. Il a refusé de laisser un empire traverser sa patrie sans rencontrer de résistance. Et ce refus simple, têtu, acharné de se rendre, changea tout. La leçon de Toulouse n'est pas que les braves gagnent toujours, ni que la justice finit par l'emporter. La leçon, c'est que l'histoire est fragile. Elle tient en équilibre sur les décisions de quelques individus dans les moments de crise. Si Eudes avait choisi de fuir vers le nord au lieu de se cacher dans la forêt, Toulouse serait tombée. S'il avait attaqué trop tôt ou trop tard, sa cavalerie aurait été massacrée. Si l'un de ses éclaireurs avait été repéré, l'embuscade aurait échoué. Si Alsam avait gardé des réserves dans son camp, la charge aurait été arrêtée. Un détail parmi 100 aurait suffi à changer l'issue. Mais il n'en fut rien. Les dés tombèrent en sa faveur. Le moment était parfait. L'ennemi commit les erreurs qu'il lui fallait. Et 3000 francs devinrent l'obstacle immobile qui arrêta la force irrésistible. Quand les survivants de l'armée omeyyade revinrent péniblement en Espagne et racontèrent leur histoire, ils décrivirent le duc Eudes avec un mélange de respect et de crainte. Ils l'appelèrent le duc des démons pour la fureur de sa charge. Ils disaient que ces hommes combattaient comme des démons, comme s'ils n'avaient rien à perdre et tout à prouver. Ils avaient raison. Eudes et ses Francs n'avaient en effet rien à perdre, leur monde brûlait déjà. L'Espagne était tombée, les Pyrénées avaient été franchies. L'armée conquérante, réputée irrésistible, était à leur porte. Se rendre signifiait la suggestion. Fuir, c'était abandonner tout ce qu'ils avaient au bâti. Alors, ils se battirent avec le désespoir de ceux qui défendent leur dernier arpent de terre. Et ce désespoir, canalisé en un seul moment de violence parfait, brisa l'échine de l'ambition d'un empire. Le califat omeyyade continuerait d'exister pendant des décennies, continuerait de régner sur l'Espagne pendant des siècles, mais il ne menacerait plus jamais de conquérir la France. Le point culminant de l'expansion islamique en Europe occidentale fut atteint aux murailles de Toulouse, avant de refluer dans un flot de sang et de fureur des Francs. Voilà la force d'une victoire du camp donné perdant. Il ne s'agit pas seulement de remporter une bataille, il s'agit de briser la volonté de l'ennemi de continuer. Les Omeyyades perdirent 10 000 hommes à Toulouse, mais ils avaient déjà perdu des batailles et s'en étaient à relever. Ce dont ils ne purent se remettre, ce fut du choc psychologique d'avoir été pris en embuscade et mis en déroute par un ennemi qu'ils avaient tenu pour faible. Après Toulouse,
Tout commandant omeyyade qui levait les yeux vers le nord, vers la Francie, dut revoir ses plans. La conquête en valait-elle la peine? Valait-il la peine de faire marcher une armée à travers un territoire hostile, au risque d'une embuscade, au risque d'un autre Toulouse? Le calcul changea. Le bénéfice ne compensait plus le risque. Et, peu à peu, l'attention des Omeyyades se porta ailleurs, vers la consolidation interne, la défense de leurs possessions, les conflits à l'Est. En rendant la conquête de l'Aquitaine trop coûteuse, en sang et en or, le duc Eudes mit de fait un terme à l'expansion islamique en Europe occidentale. Il fallut une autre bataille, à Tours, pour confirmer la leçon, mais Toulouse l'avait donnée la première. Si vous visitez Toulouse aujourd'hui, vous trouverez une belle ville médiévale aux ruelles étroites, aux bâtiments de briques rouges et une rivière qui traverse paisiblement le centre. Il n'y a pas de grand monument à la bataille de 721. Pas de statue du duc Eudes chargeant au combat. Les habitants vaquent à leur vie quotidienne, la plupart sans savoir que leur ville fut jadis la charnière sur laquelle a pivoté l'histoire européenne. Mais dans les vieilles églises, dans les archives, dans les quelques manuscrits qui ont traversé les siècles, le récit demeure. Les historiens locaux le savent, les médiévistes le savent, et maintenant, vous le savez. La bataille de Toulouse rappelle que l'histoire est écrite par les survivants, et que parfois les survivants sont ceux qui ont refusé de laisser l'histoire s'achever. Eudes aurait pu accepter que le califat omeyyade fût trop puissant pour qu'on puisse lui résister. Il aurait pu fléchir le genou, payer le tribut et vivre en souverain subordonné. Beaucoup firent exactement cela et s'en trouvèrent fort bien. Mais Eudes regarda l'armée qui approchait et fit un autre choix. Il choisit de tout jouer sur un seul coup de dé, dans un geste désespéré. Il choisit de croire que le courage et la ruse pouvaient l'emporter sur le nombre. Il choisit de se battre quand tous les calculs raisonnables conseillaient la reddition. Et il gagna, pas parce que Dieu l'avait favorisé, quoi qu'en disent les chroniques, pas parce qu'il était le plus grand guerrier de son temps, bien qu'il fût habile. Il gagna parce qu'il comprenait ses adversaires d'un mieux qu'ils ne se comprenaient eux-mêmes. Il gagna parce qu'il était prêt à prendre des risques qui terrifiaient les siens. Il a gagné parce qu'il a vu la seule brèche et y a enfoncé sa lance avant qu'elle ne se referme. Voilà l'essence du génie militaire au Moyen-Âge. Ce n'était pas d'avoir la meilleure armure ni le plus grand nombre. C'était prendre la bonne décision à l'instant où l'hésitation équivalait à la mort. Eudes a pris cette décision aux portes de Toulouse et l'Europe a survécu grâce à cette décision. Alors, retenez ceci. 3000 francs. Une charge désespérée. 30 000 ennemis brisés et dispersés. Un gouverneur tué dans son propre camp. L'invasion d'un empire mis en pièces. Et un continent sauvé par des hommes qui refusèrent de croire que la supériorité numérique faisait la loi. La bataille de Toulouse, 721 après Jésus-Christ. La victoire oubliée qui a tout changé. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration d'un des tournants les plus méconnus de l'histoire. Si vous avez aimé découvrir comment le duc Eudes et ses 3000 guerriers ont stoppé la conquête islamique de l'Europe, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide réellement ces histoires oubliées à atteindre davantage de passionnés d'histoire. Assurez-vous d'être abonné et d'avoir activé les notifications pour ne pas manquer notre prochaine plongée au cœur des batailles qui ont façonné la civilisation. Et je veux lire vos avis dans les commentaires. Pensez-vous que Toulouse mérite d'être aussi célèbre que Tours, la victoire d'Eudes, coup de chance ou coup de génie? Et quelles autres batailles oubliées voulez-vous que j'aborde? Poursuivons la discussion. L'histoire appartient à tous, et ensemble nous redonnons vie à ces récits incroyables. D'ici là, souvenez-vous, les moments les plus courageux de l'histoire sont souvent ceux où quelqu'un a fait face à des chances infimes et a tout simplement refusé d'accepter la défaite.